Ça barde vraiment sévère entre Elon Musk et Donald Trump, au point que certains envisagent d'envoyer Vladimir Poutine pour négocier un traité de paix entre les deux. Bon, le net se remplit de mèmes rigolos sur le sujet. Je vous en montre quelques-uns. Ça part dans tous les sens et on va examiner ça. J'aime beaucoup celui-ci. Alien versus Predator, c'est exactement ça. Donc, je vais vous faire un petit topo rapidement sur ce qui se passe. Je vais pas trop m'attarder sur la bataille d'ego, bien qu'il y aurait beaucoup à dire dessus. Mais je pense que c'est vraiment un symptôme de plus de l'accélération civilisationnelle qu'on est en train de vivre et du fait que les démocraties et les institutions actuelles sont en bout de course. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler, avant tout. Un petit rappel des faits. Le Parti républicain présente un nouveau budget que Donald Trump a appelé Big Beautiful Bill. Donc, il s'agit d'augmenter la dette nationale. Alors, c'est du drama politique assez régulier aux États-Unis, mais cette fois-ci de 10%. Donc, c'est assez énorme. Et là, Elon Musk a réagi. Bien évidemment, puisqu'il a fait campagne précisément avec Donald Trump en tant que fondateur du Dodge pour réduire le déficit du gouvernement. Et donc là, là forcément, le gouvernement qui veut creuser un déficit vers l'infini et l'au-delà, ça lui plaît pas. Donc, il le fait savoir. Alors, ça part en guerre de communication, il a tenté plusieurs qualifications, Debt Slavery Bill, il y en a eu d'autres. Donc on parle d'une augmentation de 5 trillions alors que le Dodge était censé faire baisser les dépenses du gouvernement américain de 2 trillions. Et il n'a réussi pour l'instant qu'à faire diminuer de même pas 200 milliards. 1 trillion, c'est 1000 milliards, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et ce qui s'est passé, lors d'un entretien avec le chancelier allemand, Donald Trump a dit qu'il était très déçu par Elon. Et au cours de cet entretien, alors là, ça c'est parti en cacahuète complet. Alors je ne sais plus exactement le timing. Bon, il y a des threads qui récapitulent ça, si ça vous intéresse. Mais on a eu des menaces qui ont fusé de part et d'autre. Et sincèrement, ça fait un peu froid dans le dos, hein, ça rigole pas. Donald Trump qui dit le moyen le plus facile de réduire le budget du gouvernement de milliards et de milliards, c'est de mettre fin au contrat du gouvernement avec Elon Musk ainsi que ses subventions. Ce à quoi Elon Musk répond ah bah si c'est ça, je décommissionne la navette spacecraft, la navette Dragon immédiatement. La navette, pour ceux qui savent pas, hein, c'est la navette qui est allée sauver, et je n'exagère pas sur le terme, hein, les astronautes qui étaient coincés dans l'espace et que le gouvernement américain n'arrivait pas à ramener. Et je vous montre ce petit graphique. En rouge, c'est le budget de la NASA. En bleu, c'est les revenus de Starlink, donc une des sociétés qui envoie des satellites dans l'espace d'Elon Musk. Pour vous montrer, alors c'est pas les bénéfices, hein, c'est les revenus. Mais pour vous montrer de quoi on parle exactement. Et ça, c'est un des business de SpaceX. Pourquoi je vous dis ça? Parce que actuellement, Elon Musk, le programme spatial américain, c'est Elon Musk. La NASA est larguée. Donc tout ça, c'est pas du tout anodin. Ce genre de menaces qui sont envoyées, c'est potentiellement la remise en cause du programme spatial américain, du projet d'aller sur la Lune, d'avoir une base permanente entre la Terre et la Lune, d'aller sur Mars, etc., etc. Et ça s'est encore plus échauffé. Et là, bon, bah, ce poste-là, je sais pas ce qu'il va en rester, hein, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai halluciné, c'est un faux poste, mais non, il est embrayé derrière. Donc, il prétend que les Epstein Files, donc les fichiers Epstein, n'ont pas été dévoilé au public parce que il parlait de Donald Trump. Et alors, il a mis des photos anciennes de Donald Trump avec Epstein à côté, dans d'autres tweets. Donc il a surenchéri là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas, c'était une des promesses de Donald Trump de déclassifier tout un tas de documents, notamment sur l'assassinat de JFK, sur donc le scandale Epstein et d'autres trucs. Et les fichiers Epstein, en fait, j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais ça a été un pétard mouillé, c'est-à-dire qu'à une époque, ils étaient censés les dévoiler et ça a failli. C'était, on les dévoile tel jour et puis finalement, il n'y a rien eu. Est-ce que Elon est au courant? C'est possible. Est-ce qu'il y a une véritable mise en cause de Donald Trump? Je ne sais pas. Mais le fait qu'il aille jusque-là, ça montre un peu les tensions gigantesques qu'il y a derrière. Voilà, je précise aussi que dans cette affaire, il y a beaucoup de faux posts, de fake, si vous voulez, et il faut surveiller en dessous s'il y a des notes de communauté. Là, visiblement, ça, c'est un post qui vient du réseau social de Donald Trump, Truth, la vérité, Pravda.
il s'appelle comme ça, hein, c'est son réseau social qu'il a monté quand il a été banni de Twitter. Et bon, bref, donc ce post viendrait de ce réseau-là. Le post où il dit, bah, il y a qu'à mettre fin au contrat d'Elon Musk pour réduire les budgets du gouvernement. Bon, c'est un petit coup bas, quoi, mais à laquelle Musk répond du tac au tac. Et juste pour la petite histoire, évidemment, J.D. Vance a pris parti pour Donald Trump, donc le numéro 2, le vice-président. Voilà. Voilà grosso modo ce qui se passe. On peut dire, oui, c'est la bataille du plus riche contre le plus puissant, c'est des histoires d'ego. Et il y a une partie qui est vraie, qui est de l'histoire d'ego. Je fais mon caca nerveux, c'est du caprice pour gagner. Pour essayer de grappiller encore plus de pouvoir. Ok. Ça existe, mais sincèrement, je pense que c'est vraiment l'écume de la vague, quoi. C'est pas ça le fond du sujet. Alors sur Internet, je mettrai les posts. Il y a des analyses. Alors ici, c'est une analyse chronologique. On va pas tout refaire. C'est du minute par minute de ce qui s'est passé. Il a dit ça. Oui, mais j'ai pas dit ça. Non, il a mal compris. Mais il a menti là-dessus. C'est pas vrai. Gna 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 gna. Bon, si ça vous intéresse, moi je l'ai lu, mais je vais pas rentrer dans les détails là-dedans. On a Steve Bannon. Alors Fabrice Epelboin qui a poussé un tweet de Steve Bannon. Oui, parce que Elon Musk a menacé de se présenter au prochain midterm, du coup, pour essayer de corriger le tir, hein, pour dire, bah non, il faut arrêter les conneries des dépenses gouvernementales. Donc là, on a Steve Bannon qui intervient pour dire, il faut lancer une investigation sur lui, en gros, remettre en cause son statut son statut d'immigré pour le renvoyer en Afrique du Sud, parce que Elon Musk est originaire d'Afrique du Sud. Bon, ça part dans tous les sens. Il y a ceux qui essaient de calmer le jeu, il y a ceux qui essaient d'envenimer les choses, il y a ceux qui essaient de récupérer. Et puis, il y a l'analyse de Richard Détente, Grand Angle, très bonne chaîne, tendance libérale business, mais qui fait des analyses assez neutres en général. Et je suis d'accord, hein, si on compare Musk n'a aucune chance contre Trump. Je pense que c'est clair. Il s'attaque à l'homme le plus puissant du monde. Quoi qu'il fasse, même s'il a raison, il n'aura pas gain de cause. En tout cas, tant que Trump sera au pouvoir. Musk, c'est quelqu'un qui a créé plusieurs industries, qui révolutionnent. On pourrait presque dire que la quatrième révolution industrielle, c'est lui. La troisième, pardon, c'est lui, quoi. En tout cas, il est au cœur de plusieurs révolutions industrielles. Il n'est pas au cœur de plusieurs industries, il est au cœur de plusieurs révolutions industrielles. En fait, Musk, à lui seul, c'est un nouveau type d'entrepreneur. C'est un entrepreneur non pas industriel, mais civilisationnel. Musk, alors je ne sais pas s'il a été vraiment diagnostiqué, s'il l'a dit ou quoi, mais c'est une sorte d'autiste de la vérité. Il n'a pas le choix, parce que c'est son métier. Il ne peut pas s'amuser, quand il fait des fusées, à tricher avec la réalité. Il est obligé d'être au plus proche de la vérité. Et ça se voit dans toutes ses déclarations partout. On peut critiquer bien de choses sur lui, mais il tient à la vérité. Trump, c'est un politicien, c'est l'inverse. Son monde, c'est le monde des promesses, des apparences et des mensonges. Et j'avais lu une analyse sur les différences entre la gauche et la droite aux États-Unis. D'une manière générale, il y a plein de manières d'analyser, d'un point de vue systémique, les différences entre les partis politiques. Mais j'avais trouvé ça intéressant, c'est que à gauche, c'était un culte des idées, alors qu'à droite, c'était un culte de l'ego. Et Donald Trump est clairement là-dedans. Je pense qu'il n'a pas supporté que son ancien partenaire critique ses choix. Évidemment, la manière dont il présente ça est peut-être vraie, j'en sais rien, mais elle est un peu, comment dire, il présente ça comme une gaminerie d'Elon Musk. Et il est en position de le faire, donc c'est crédible. Il dit oui, depuis que son mandat est terminé, c'est arrivé à plein d'autres avant lui, il pète un câble. Bon, on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Il est plus à la maison ovale, voilà, il se met à délirer. Bon, il y a peut-être, c'est possible qu'il y ait cet effet-là, mais il n'empêche que le fond du problème, et on va y venir à la question civilisationnelle, c'est bel et bien cette augmentation du budget de l'État fédéral. Augmentation délirante. Et je répète, hein, Musk s'est associé à Trump pour un programme de réduction de la dépense publique, pas pour une augmentation délirante. Et même si lui-même profite de cette dépense publique, parce que c'est vrai que Musk profite de subventions pour les voitures électriques. Alors ça fait partie des débats, j'insiste pas trop là-dessus, enfin, ça fait partie des scuds qui s'envoient les uns les autres. Mais ça m'intéresse pas vraiment de rentrer dans les détails. Ce que je voudrais vous amener à réaliser, c'est que derrière, il y a une crise civilisationnelle. Et donc, j'y viens. Je vais aborder maintenant cette question-là. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, je ne vais pas tout réexpliquer, mais pour moi, nous sommes en train de vivre la période que je vais appeler post-démocratique. Nos institutions sont toujours d'apparence démocratique, mais en réalité, elles sont progressivement remplacées par autre chose,
sans que ce ne soit dit, qu'on le veuille ou non. C'est pas une question de volonté politique, c'est une logique qui s'impose, une logique systémique, une logique civilisationnelle, si vous voulez, qui s'impose d'elle-même. De même qu'on est passé du régime féodal au régime démocratique républicain actuel, là, on est en train de passer à un autre régime, mais pour l'instant, on est encore avec les vieilles institutions. En fait, c'est pas très difficile à comprendre d'une certaine manière du point de vue accélérationniste. Le régime féodal a été adapté à son époque, mais face à la montée des prémices de la des révolutions industrielles, de l'émergence d'une classe bourgeoise, d'un nouveau pouvoir, et du fait que le régime féodal était très difficile à réformer, il n'était plus en mesure de suivre les évolutions technologiques, notamment l'arrivée de l'imprimerie, mais aussi des industries du textile. Et quand il y a eu la machine à vapeur, grosso modo, ça a fait craquer l'ancien système. Bon, je simplifie, je schématise, mais c'est l'idée. On est en train de vivre la même chose. On voit bien que les démocraties parlementaristes ne suivent plus le rythme. Ça va trop vite. Le temps de voter des débats, on est déjà passé à des nouvelles problématiques. Et je prendrai comme exemple OpenAI et la Commission européenne qui a voté le EUAI Act, je ne sais plus quand, il y a quelques mois en arrière. Et à l'époque, ça avait causé un problème parce que l'Union européenne demandait à OpenAI de dévoiler ses secrets de fabrication de GPT 3, 4 et compagnie. Évidemment, ils avaient refusé. Et Sam Altman, à l'époque, alors ça n'avait pas duré longtemps, mais Sam Altman, à l'époque, avait menacé de fermer ChatGPT en Europe. Et ça peut sembler n'avoir aucun rapport avec cette histoire de dette américaine, mais c'est exactement la même chose en réalité qui se passe. Les institutions sont dépassées par la vitesse des innovations technologiques et le système national, en plus, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus qui sont accessibles aux membres, hein, on n'est plus dans un régime d'État-nation. L'équilibre westphalien, l'État-nation, bon, ben, aujourd'hui, la nation, c'est devenu persona non grata, si je puis dire. Et tout ce qui va avec est en train d'être déconstruit. Donc c'est la fin des frontières extérieures, avec désormais des frontières intérieures qui s'appliquent. C'est la fin de l'état de droit. Aujourd'hui, on a un double état de droit. Je ne réexplique pas tout ça, ça serait trop long. Et là, ce dont on parle, c'est une thématique centrale que je n'ai pas encore développée, mais que j'appelle l'hernie fiscale. Philosophiquement, je ne suis pas libéral parce que c'est une philosophie qui vient de la période humaniste et qui pour moi est obsolète, mais il n'empêche que les libéraux ont totalement raison. L'État est devenu obèse. C'est un système de clientélisme en faillite morale. Et d'ailleurs, les gens qui défendent la démocratie, bon, je comprends, ce sont des belles idées à la base qui nous viennent justement de l'époque humaniste. Mais si vous voulez, quand vous sortez des démocraties, le reste du monde se fout de notre gueule. À une époque, on inspirait le reste du monde. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'est plus un modèle pour le reste du monde. C'est ce que j'appelle la désoccidentalisation. Il faut bien en prendre conscience. Il y a une faillite morale. Bon, ben nous, on sera les derniers au courant, mais le reste du monde, il est déjà au courant. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui convergent. Et je vais revenir donc sur Trump et Musk. Pourquoi Musk s'est associé à Donald Trump? Il l'a fait pour lutter contre les démocrates et le virus woke, qu'il voyait comme une menace majeure pour la civilisation à cette époque. Et je reprends très rapidement, Marc Andreessen, c'est un des tech lords, comme Elon Musk. Il a révélé, suite à l'élection de Donald Trump, où il s'est dit, bon ok, je peux parler, je suis en sécurité pour parler, au moins quelques temps, il a révélé ce qui s'était passé dans les coulisses pendant l'administration Biden. Il a expliqué que l'État fédéral, sous la coupe des démocrates, était en train de s'en prendre de manière totalement, comment dire, paralégale. Donc c'est pas vraiment illégal, mais c'est pas légal non plus, aux compagnies, aux sociétés des cryptos. Ils ont fait fermer les comptes bancaires d'entrepreneurs des cryptos et ils avaient annoncé donc aux tech lords, hein, les investisseurs, les grands entrepreneurs des domaines de la tech, donc des IA et des cryptos, qui qui prenaient le pouvoir sur eux, quoi. Et que c'était pas la peine de bosser dans le domaine des IA parce qu'ils avaient décidé qu'il y aurait 2 ou 3 sociétés d'IA qui seraient en collusion avec le gouvernement. Et ça c'était un énorme risque justement pour la démocratie. C'était la fin de la démocratie. À partir du moment où vous avez 3 sociétés d'IA, ou même une en fait, au final, c'est une sorte de consortium de fausse concurrence. Ça serait dans les mains du gouvernement, qui l'utiliserait évidemment pour mener à bien ses politiques, pour surveiller les populations, pour faire de l'ingénierie sociale. Donc eux, ils ne veulent pas de ce monde-là. Ce sont des libéraux, ils n'aiment pas
que le gouvernement se mêle de leurs affaires. Ils ont carrément pris peur, hein, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est pas moi qui le dis, Marc Andreessen, il l'a révélé chez Joe Rogan et d'autres, et ils se sont dit, bah, mais il faut s'allier aux républicains, là c'est trop grave. Mais la lutte n'est pas tellement partisane en réalité, et c'est ça qui est en train d'émerger en ce moment. La lutte, c'est contre les libéraux, les technologistes, qui sont la sorte de nouvelle bourgeoisie qui émerge, le nouveau pouvoir qui émerge, et l'ancien pouvoir de la pseudo-démocratie. Je dis pseudo parce que le système démocratique actuel n'est qu'un faux semblant. Il est corrompu comme l'était la royauté à la fin du régime féodal. Donc en réalité, il s'oppose au système gouvernemental actuel. C'est ça l'enjeu. Musk ne peut pas gagner. Trump est trop fort. Mais Musk ne peut pas perdre. Pas Musk en tant que personne, mais Musk en tant que ce qu'il représente. Il est le sens de l'histoire. Et Trump, c'est l'inverse. C'est la résistance du vieux monde. Et ne vous y trompez pas, ce ne sont que les prémices de la bataille civilisationnelle qui s'annonce, qui va se déployer dans tous les domaines. Ça se déploie au niveau géopolitique avec les grosses tensions autour de Taïwan pour les usines qui fabriquent les puces les plus avancées au monde pour les IA. Donc la guerre enfin c'est une guerre de quatrième génération, c'est une guerre hors limite. Et le terme vient des Chinois eux-mêmes, hein, c'est pas moi qui l'invente, entre les Américains et la Chine. Il y a la guerre interne qui se déploie au niveau politique, donc désormais entre les libéraux, les techno-libéraux, je vais les appeler comme ça, et les étato-gouvernementalistes, bref, les partisans du système actuel. Ceux qui en profitent ne sont pas là pour le réformer, mais pour faire des petits ajustements à la marge. En fait, Trump défend la stabilité du système actuel. En un sens, on peut comprendre. Musk, lui, défend la réforme du système actuel. Ça se déploie dans la société sous forme de la guerre culturelle. Ça va pas tarder à prendre une ampleur, j'ai envie de dire, comment qualifier ça, d'assez colossale avec l'arrivée de la crise de l'emploi, le grand licenciement. Je vais l'appeler comme ça, faute de mieux pour l'instant. Ça va pas rigoler, hein, croyez-moi, dans les 10 prochaines années, je pense. En tout cas, là, la génération qui arrive, elle va se retrouver face à un nombre de défis simultanés colossaux, hein. Il y a la crise écologique, il y a la crise institutionnelle, il va y avoir la crise de l'emploi, il y a la crise géopolitique, il y a la crise philosophique de la sortie du monde humaniste. Et ça va se décliner ensuite au niveau individuel par de nombreux drames, de nombreuses pertes de repères qui vont découler du fait que, les gens n'ont souvent pas la vision d'ensemble, c'est ce que je vous propose sur cette chaîne, hein. Je parle de toutes sortes de sujets parce que, en fait, pour moi, tout est relié, hein. Alors, ça me profite pas parce que l'algorithme YouTube, il pige pas, il comprend pas à quoi je joue. Un coup, je parle de la dernière IA, un coup, je parle de géopolitique, un coup, je parle d'une affaire obscure à droite à gauche, un coup, je parle de spiritualité. Bref, donc l'algo de YouTube de même pas. Mais il n'empêche que, de mon point de vue, tout ça, c'est relié. C'est une seule et même chose. Et donc, au niveau individuel, il faut, d'après moi, faites ce que vous voulez, en tout cas, ça aide d'avoir une vision d'ensemble. Moi, je suis beaucoup plus serein depuis que j'ai la sensation de comprendre ce qui se passe. J'ai passé différentes phases dans ma vie où je voyais le système, les convulsions du système, et je me suis dit, oula, ça sent pas bon, mais c'était difficile à interpréter. Évidemment, on peut trouver des interprétations partielles, mais souvent, elles sont pas englobantes. Et donc, on se retrouve, en l'occurrence, pour moi, à une époque, je pensais que ce qui expliquait tout ce qui se passe, c'était le pic pétrolier. Et Jean Covici, il en est encore là. De mon point de vue, il a pas dépassé cette histoire, alors qu'en fait, elle ne tient pas. C'est plus compliqué que ça. Par exemple, il dit que la consommation de pétrole en Europe diminue parce qu'elle est contrainte à cause du pic pétrolier. Non, c'est faux. Elle diminue à cause des contraintes démographiques. Et ça, au début, c'est pas évident de faire la part des choses. Donc bref, il y a de tout qui s'entremêle et c'est vraiment pas de la tarte d'arriver à dissocier les différentes crises. Donc certains parlent de métacrise, de tempête parfaite, parce que toutes les crises, si vous voulez, se conjuguent les unes aux autres et s'amplifient les unes aux autres. Donc je vais conclure. Au niveau individuel, avoir une vision d'ensemble, c'est important. Se préparer me semble extrêmement important aussi. Donc ça suppose un travail spirituel, un travail sur sa propre santé pour être résilient, un travail de réseau, se faire des relations solides pour créer des opportunités et avoir plus de résilience en cas de pépin, mais aussi un travail financier pour devenir plus solide à ce niveau-là. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver dans les thématiques de liberté financière, les choses qui tiennent au cœur des libéraux. Et là-dessus, je les rejoins. Et il y aura évidemment un combat politique et social à mener. Et là, vous le voyez en ce moment, l'exacerbation de la lutte sociale. C'est pour ça que je pense qu'il faut se préparer à des temps troubles, mais aussi malheureusement, à devoir participer à ce trouble, parce qu'il va falloir défendre ses intérêts à certains moments donnés. Le passage au monde sans travail, dont je parle pas mal sur cette chaîne, ne va pas se faire dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, dimanche 19h, je vais participer à un débat sur cette question. Quel modèle économique pour le monde post-travail? Sur
sur X, sur Twitter, et je vous invite à venir écouter à 19h si ça vous intéresse. Mais voilà où on en est. Donc, je ne sais pas ce qui va ressortir de ce duel entre l'homme le plus riche du monde et l'homme le plus puissant du monde. Probablement pas beaucoup de bonnes choses. Peut-être qu'ils vont réussir à se parler et à s'entendre et à calmer le jeu. Je n'en ai aucune idée, mais je ne vois pas comment ça pourrait arriver dans la mesure où Musk ne changera pas d'avis sur le fait que c'est une folie d'augmenter la dette fédérale. Et évidemment que Trump ne changera pas d'avis non plus, c'est pas dans son caractère. Je ne sais pas à quelle plume ils vont y laisser, je ne sais pas les répercussions que ça aura. Par contre, même si ça se passe aux États-Unis, ça nous concerne tous. C'est un symptôme de plus qu'on arrive au bout du système actuel des démocraties républicaines. Je vous invite très sérieusement à vous préparer, soit si vous voulez participer à ces luttes sociales, à réfléchir au système d'après. Alors, il y en a qui vont dire il faut sauver la démocratie, il faut améliorer la démocratie. Bon, si vous voulez, personnellement, je pense que c'est comme si on défendait le royalisme ou le régime féodal. Ça a plus c'est pas le sens de l'histoire. Vous n'êtes pas obligé de me croire, évidemment. On peut débattre de ces choses-là. Mais bon, en tout cas, je parle des démocraties nationales. Les démocraties à une échelle plus petite, oui. De mon point de vue, ça fait sens. Mais à l'échelle nationale, sincèrement, j'y crois pas. C'est plus du tout adapté. En tout cas, on peut le prendre comme on veut. Le système actuel ne va pas tenir pour tout un tas de raisons. J'y reviendrai. Il y a la raison aussi du vieillissement de la population et du système de retraite qui va craquer. C'est pour ça que, en fait, le système sans dette, il est en train de caler là. Mais c'est pas avec plus de démocratie qu'on va résoudre la question du vieillissement de la population. Il faut parler des problèmes structurels. Bref, donc, si vous voulez lutter au niveau social, il faut, à mon avis, réfléchir au système d'après, et sinon, au niveau individuel, se préserver, apprendre à se préserver un minimum, et ça, vous avez les outils de la philosophie, les outils du développement personnel, de la spiritualité, mais aussi de la liberté financière. Voilà. Tous les thématiques que j'aborde sur cette chaîne qui peuvent paraître un peu partir dans tous les sens, mais au final, je ne parle que d'une et une seule chose, c'est la souveraineté. Au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau de l'espèce humaine face à l'arrivée des IA, c'est comment ne pas perdre sa souveraineté et comment ne pas devenir une victime de cette période parce qu'il y a des menaces dans tous les sens. Comment garder une liberté de pensée et d'action dans un monde qui devient de plus en plus incertain et aussi de plus en plus contraignant, voire parfois violent. Donc on verra comment ça va se développer cette histoire, si ça mérite d'autres vidéos ou pas. Mais pour l'instant, je vous ai proposé donc une vision plus large au-delà du conflit d'ego de cette situation. Pour moi, les égos, si vous voulez, sont les jeux de force civilisationnels. Derrière, je dirais qu'il y a des dieux. Alors des dieux au sens hyper-objet ou au sens hyperstition. Bon, je ne vais pas développer là, ça serait trop long, mais bref, il y a des forces systémiques, voilà, si vous voulez, on va le dire comme ça. Il y a des forces systémiques qui manipulent les égos des uns et des autres.